Mais merci beaucoup à Francesco, c'est le gang des Italiens, hein, Francesco, Fabrizio. Merci bien sûr au MU Mons et puis à l'Université de Mons de nous accueillir, de vous accueillir, de nous accueillir ici. Et oui, effectivement, c'est vraiment une passion qui est la vulgarisation, qui est venue de mes étudiants, qui m'ont dit « Ah, monsieur, pourquoi vous ne faites pas des capsules plutôt que de faire des posts Instagram ?» Parce que moi, je faisais des petits posts écrits, mais je vous parle d'il y a quelques années, hein, c'était juste après le virus, donc ce n'était pas non plus il y a 1000 ans. Vous étiez tous nés, disons. Et, et puis finalement, je me suis dit, bah non, ça c'est encore une idée des étudiants. Je lui ai dit, écoutez, ça c'est surfait, c'est pour les jeunes, je vous laisse faire les vidéos. Mais bien sûr, l'idée a trotté dans la tête le week-end, puis je me suis dit, bah, la guerre demeure, mais ne se rend pas, hein, comme disait l'autre à Waterloo. Et donc le lundi ou le mardi, j'ai posté une vidéo qui a fait un bide, je vous rassure. Ça a été un mois de traversée du désert, peut-être pas 40 jours comme Jésus, mais quasi. Et puis à un moment donné, bien, il y a une petite vidéo qui a pris, et puis voilà. Et donc oui, mais c'est vrai que c'est vrai, enfin c'est pas vrai, mais en vérité, mon métier de base et mon seul métier, c'est d'être professeur. Et très modestement, j'essaie de penser, ou en tout cas dans ma petite tête, je me dis que les vidéos ou que les capsules qu'on fait sur la RTB ou autre, ben, ce n'est qu'une sorte d'extension de ce métier de professeur en dehors de l'amphithéâtre pour que la science puisse aller un peu à tout le monde, et en ce compris les conférences grand public. Donc, alors, par rapport à cette conférence, d'abord, incroyable, le public qu'on a, amphithéâtre complet, tout le bazar, ça fait plaisir. Je pense que Francesco m'a dit que les places étaient parties en même pas 24 heures, donc c'est vraiment exceptionnel. Aussi, le public tout à fait bigarré, c'est génial de pouvoir voir et des enfants et jusqu'aux grands-parents, donc c'est génial que la science attire autant. Et sachez que la conférence, moi, dans ma tête, comme ça, vous avez un peu l'idée de ce qui se passait dans ma tête quand je l'ai préparé, travaillé, je la construis vraiment comme une leçon. D'ailleurs, moi, dans ma petite tête, je ne l'appelle pas vraiment conférence, je l'appelle leçon, ce qui est un peu plus proche d'un cours, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment formellement un cours tel que je le donnerais à mes étudiants, parce que j'ai expurgé les côtés tout à fait mathématisés, mais ça reste tout à fait propre. Je veux dire, c'est tout à fait propre, ce n'est pas de la vulgarisation que j'ai lu un bouquin d'un vulgarisateur qui lui-même avait écrit un bouquin en lisant un autre vulgarisateur, hein, parce que sinon à la fin c'est l'homme qui a vu l'ours et puis c'était une chèvre. Bon, donc forcément ça peut pas aller. Donc si vous voulez, j'ai refait tous les calculs, j'ai rempli un cahier complet, j'ai même dû entamer un deuxième cahier pour préparer cette chose. Ça me prend énormément de temps, mais c'est un véritable plaisir. Alors, pour la petite histoire, nous avons la conférence au titre le plus long. Parce que le paradoxe des jumeaux et les voyages dans le temps, je pense qu'on ne fera jamais plus long comme titre de conférence. Heureusement que le tableau était grand pour l'écrire en entier. Et donc on va aborder les deux choses. Donc la conférence va être divisé entre guillemets en deux parties, bien sûr, le paradoxe des jumeaux et les voyages dans le temps. Vous allez dire, il ne fallait pas être Galilée pour y inventer. Alors, mais bien sûr, le paradoxe des jumeaux annonce un peu les voyages dans le temps. Donc, c'est pas l'un n'est pas tout à fait l'un est tout à fait lié à l'autre. Alors, le paradoxe des jumeaux, attendez, parce que je pense... Oui, je devais encore vous dire une dernière chose. Oui, et heureusement que j'ai les idées claires, vous allez me dire. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que cette conférence est vraiment au cœur d'une des choses que je dis tout le temps à mes étudiants, c'est le fait de dire que la science d'aujourd'hui, c'est la magie de hier, et la magie d'aujourd'hui, c'est la science de demain. Donc, on va parler de choses, éventuellement les voyages dans le temps, qui peut-être aujourd'hui nous semblent complètement impossibles, encore que, on effectue, je ne vais pas dire tous les jours que Dieu fait, mais on effectue quand même tous les jours que Dieu fait des petits voyages dans le temps, pas très très grands, mais enfin on en effectue quand même. Et ce n'est pas interdit que dans quelques années, que dans 100 ou 150 ans, on puisse réaliser ces choses. Donc en tout cas si vous remontez simplement 200 ans en arrière,
personne n'aurait pensé qu'on aurait pu avoir un ordinateur de poche et qu'on pouvait se téléphoner en se regardant, machin. Donc, ne vendons pas la peau des physiciens et des scientifiques avant de les avoir assassinés. Dans 200 ans, personne ne sait où on en sera. Et moi, en tout cas, c'est quelque part la physique qui fait rêver, parce que c'est cette physique-là où on se dit, bah oui, c'est de l'ordre du possible. C'est de l'ordre du possible. Ceci étant, les voyages dans le temps posent une série de problèmes conceptuels qu'on va analyser tout de suite. Alors, pour reprendre la première partie de la conférence, donc, le paradoxe du jumeau. Le paradoxe du jumeau, il découle en droite ligne d'une théorie, alors ça me permet de tester la craie, d'une théorie qui est la théorie de la relativité spéciale d'Einstein, qui a été publiée en 1905. C'est la théorie de la relativité spéciale d'Einstein, qu'on appelle en français plus souvent par relativité restreinte. RR, souvent elle est notée ainsi. Par opposition à la relativité générale. Donc aujourd'hui, autant que faire se peut, on restera dans le cadre de cette théorie de la relativité spéciale, comme elle était indiquée à l'époque, ou restreinte, si vous préférez le terme plus popularisé, qui date de 1905. C'est toujours une théorie qui est valable aujourd'hui. C'est toujours une théorie qui est valable aujourd'hui. Elle a bien sûr plus de 100 ans, et c'est un des malheurs des physiciens aujourd'hui, c'est de se dire que les deux grandes théories que nous utilisons, à savoir la relativité d'Einstein, qu'elle soit spéciale ou qu'elle soit générale, et la mécanique quantique, sont deux théories qui ont plus de 100 ans. Et ça fait longtemps que, en fait, c'est la première fois que dans l'histoire de la science moderne, c'est-à-dire en gros depuis Galilée, on a des théories qui ont résisté autant d'années, si vous voulez. Donc, quelque part, certains pensent qu'on devrait un jour découvrir quelque chose d'autre. En tout cas, pour l'instant, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc, je suis quand même bien obligé de travailler dans le cadre de la théorie qui est celle qui est validée aujourd'hui. Mais l'astuce, c'est que la théorie de la relativité, elle parle bien sûr de relativité. Ah oui, ben ça, on va quand même l'écrire. Donc, on va parler de relativité. Et ça, ce concept de relativité version Einstein, est à la base du paradoxe des jumeaux. Mais l'astuce dans l'astuce, c'est qu'avant la relativité d'Einstein, il y avait la relativité dite de Galilée. Et donc, ce n'est pas le moindre des paradoxes dans cette conférence qui parle de paradoxe, de démarrer par Galilée pour parler ensuite d'Einstein. Qu'a dit Galilée ? Galilée, il avait posé un élément fondamental de la physique qui était la fameuse relativité du mouvement. En gros, Galilée dit « Il n'est pas possible de savoir si vous êtes en mouvement ou si vous êtes en repos. » Il n'existe en d'autres termes pas d'observateur qui est au repos absolu, par rapport auquel on puisse se comparer. Alors bien sûr, vous pourriez dire, vous qui êtes assis sur une chaise, ben je suis bien assis sur une chaise, je suis bien au repos, c'est entre guillemets, le bonhomme là sur l'estrade qui n'est pas assis sur une chaise et qui donc bouge, ok, ça c'est votre point de vue, mais de mon point de vue, c'est entre guillemets moi qui suis au repos et vous qui êtes en train de bouger. Alors vous allez dire, ok, c'est un peu bizarre, mais comment savoir qui a raison ? Eh bien, en fait, on ne sait pas savoir qui a raison. Alors vous me diriez, ah oui, d'accord, mais monsieur, mais regardez, si on prend comme référence les murs de l'amphithéâtre, ils sont fixes. Et donc, nous qui sommes assis sur la chaise, on est fixe par rapport au mur, et vous êtes en train de bouger par rapport au mur. Je dis, ok, par rapport au mur, je suis d'accord. Mais c'est par rapport au mur. Mais les murs, est-ce qu'ils sont vraiment fixes ? Les murs, ils sont bloqués sur les fondations, qui elles-mêmes constituent l'université, qui elle se trouve sur une planète. Cette planète, elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. Le Soleil lui-même est en mouvement au sein de la Voie lactée. La Voie lactée elle-même a un mouvement en tant que galaxie, qui a encore un mouvement au sein de l'amas du groupe local de galaxies, puis du superamas. Plus vous rajoutez à ça l'expansion de l'univers, vous comprenez bien qu'il n'y a rien qui est fixe dans cette affaire. Je dis au moment où on se parle, on est en train de voguer dans l'univers à des vitesses inimaginables. Et pourtant, on a l'impression qu'on est fixe. Bon, on a l'impression qu'on est fixe parce qu'on est habitué à ça, mais en vérité, on n'est absolument pas fixe. En vérité, l'astuce,
c'est que vous devez, pour savoir si vous êtes en mouvement ou si vous êtes en repos, décider d'un point de référence. Et si vous n'avez pas choisi le point de référence, eh bien vous ne savez pas savoir qui est l'observateur en mouvement et qui est l'observateur en repos. Alors, on peut le voir autrement. On peut se dire la chose suivante. Imaginez un train. Si vous imaginez un train, que vous imaginez dans le train un wagon avec un laboratoire d'expérience, que vous pouvez faire toutes les expériences de physique que vous voulez, mais que ce wagon est fermé. Vous ne voyez pas l'extérieur. Vous êtes dans un wagon fermé dans votre train. Le train, il est lancé à vitesse constante en ligne droite. Eh bien, le principe de relativité de Galilée dit que vous ne pourrez faire une expérience dans le train, dans le wagon laboratoire, dans le labo du train, pour savoir si c'est le labo qui est mobile ou pas. En d'autres termes, la physique est la même dans un train en mouvement, bien sûr à vitesse constante en ligne droite, que la physique sur Terre. Alors, pour achever de vous en convaincre, souvent avec mes étudiants, je prends l'exemple du ballon. Imaginez que vous êtes dans un train et que vous êtes amateur de basket, ce que je ne suis absolument pas, rassurez-vous, mais cet objet est assez pratique pour démontrer des choses de la physique. Vous êtes dans le train qui avance en ligne droite, et vous vous levez du train, vous vous mettez là entre les sièges, et vous commencez à faire rebondir le ballon sur le sol dans le train. Pour vous qui êtes dans le train, le ballon rebondit exactement au même endroit. Pour une vache qui regarde passer le train ou pour un physicien qui se trouve sur le bord de la route, le ballon ne rebondit pas au même endroit. Le ballon, il fait ceci. Le ballon, il rebondit chaque fois à un endroit différent, vu que le train est en train de se déplacer. Oui. Et donc ça, c'est le principe de relativité de Galilée. La physique, elle est la même dans le train pour la personne qui est dans le train entre guillemets mobile, et c'est la même physique pour la personne qui voit passer le train. Mais ils ne décrivent pas le mouvement du ballon de la même manière. Pour la personne qui est dans le train, le ballon est immobile. Pour la personne qui regarde le mouvement du train depuis l'extérieur, le ballon ne rebondit jamais au même endroit. Pourtant, c'est la même physique. Alors Galilée, bien sûr, il ne vivait pas à l'époque des trains, le pauvre, mais il avait eu l'idée de prendre l'exemple d'un bateau. Et donc, il disait, regardons un bateau qui vogue sur l'eau. Alors, vous savez que Galilée est crédité d'avoir fait plein d'expériences sur la chute des corps et d'avoir fait tomber des poids depuis la tour de Pise. Donc, ça, on ne sait pas très bien s'il a fait tomber des poids depuis la tour de Pise, mais en tout cas, son expérience du bateau est la suivante. Galilée dit, je monte, ou quelqu'un monte en haut du mât, quelqu'un d'intrépide monte en haut du mât, il est muni d'un poids. Et quand il est en haut du mât, il lâche le poids. Qu'est-ce qui va se passer? Le bateau, entre guillemets, vogue sur l'eau et le poids, à un moment donné, il atterrit en bas. Eh bien, c'est exactement la même chose que notre ballon dans le train. Pour la personne qui est dans le bateau, elle voit le poids qui est en haut du mât, qui descend le long du mât et qui tombe à ses pieds. Pour une personne qui est sur la terre ferme, ce qu'il voit, c'est le mouvement parabolique du projectile, du mobile, qui est bien sûr la combinaison de la chute du poids et du mouvement horizontal du bateau. Alors, ce n'est pas la même description. L'un le voit comme étant un mouvement parabolique où il est obligé d'utiliser la vitesse horizontale. L'autre le voit comme une simple chute des corps, mais c'est la même physique. Et ça, c'est à la base du fameux principe de relativité de Galilée, à savoir que la physique est la même. Lui pensait sur un bateau, entre guillemets, à vitesse constante. Nous, pour éviter le roulis, le tangage, les vagues, on prend l'exemple du train, mais c'est la même idée. La physique est la même dans votre train ou sur votre bateau que sur la terre ferme, même si, quand vous décrivez le mouvement, vous ne le décrivez pas de la même manière.
Et vous ne pouvez pas dire que la personne qui est dans le bateau est mobile par rapport à la terre ferme, parce que pour la personne qui est dans le bateau, c'est vous qui êtes mobile. Et d'ailleurs, l'exemple de Galilée, assez proche de notre exemple du ballon de basket, est un bel exemple. Je l'utilise beaucoup avec mes étudiants, parce qu'il montre bien que quand vous êtes dans le référentiel du bateau, la chute du poids que vous avez porté en haut du mât est une chute beaucoup plus facile à décrire que quand vous devez la décrire de la terre ferme. C'est exactement la même physique et cette physique-là n'est pas meilleure que celle de la terre ferme, mais celle de la terre ferme n'est pas meilleure non plus. Voilà donc pour le fameux principe de relativité, à savoir qu'il n'existe pas d'observateur qui se trouve au repos absolu et que le mouvement donc est relatif. Donc le principe de relativité de Galilée, il existe bien sûr depuis Galilée. Ça, entre guillemets, il ne fallait pas être Galilée pour l'inventer. Donc là vous dites, ok, d'accord, le type nous explique le principe de relativité de Galilée. Qu'a fait Einstein alors? Parce que bon, s'il a juste repris le principe de Galilée et c'est tout, c'est un peu triste. Qu'a fait Einstein? Eh bien, Einstein, il a complété le principe de relativité de Galilée en y incluant quelque chose que jusqu'à présent, on a, en bon physicien, un peu laissé sous le côté ou sous le tapis. C'est-à-dire qu'on n'en a pas beaucoup parlé à ce stade. Il y a un élément, une coordonnée, une dimension qu'on n'a pas évoqué dans notre principe de relativité vue du point de vue de Galilée. Quel est-il à votre avis? Le temps. Le temps. Exactement. Pour Galilée, le temps est absolu. Ce qui signifie que la personne qui est sur le bateau, quand elle dit « je lâche ma balle à tel moment », eh bien, elle peut être coordonnée d'une manière ultra précise avec une personne sur la terre ferme et qu'ils sont d'accord pour que ce moment est exactement le même moment. Il y a donc une sorte de temps universel qui remplit tout l'espace et qui permet à deux observateurs qui sont pas immobiles et pas au même endroit d'être d'accord sur la mesure du temps. Et là, bien sûr, si c'était le cas, eh bien, cette conférence serait arrêtée maintenant, ce qui est évidemment une affaire peu intéressante, disons. Je dis, en tout cas, vous pourriez vous sentir un peu arnaqué aux entournures. Vous dites, OK, là, quand Francesco disait, est-ce qu'il est un vrai physicien, vous pourriez vous dire, ouais, là on hésite. Mais en vérité, ce que Einstein intègre dans le principe de relativité qui deviendra sa fameuse théorie de la relativité, c'est qu'il intègre le temps. Einstein dit non, le temps n'est pas un référentiel absolu. Le temps se modifie en fonction de l'observateur. Et je vais directement vous donner une partie de la réponse. Mais c'est une partie de la réponse. Quand vous avez un observateur qui bouge, eh bien le temps, son temps à lui ou à elle, ralentit. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Alors, bon, je trouve que c'est pas, dilatation du temps, on pourrait dire que c'est la contraction, mais enfin bon, la dilatation du temps, cela signifie qu'en fait le temps ralentit pour une personne en déplacement. Alors, si vous voulez intégrer le temps dans le principe de relativité, Einstein va poser quelque chose de relativement fondamental, qui est que la vitesse de la lumière est une constante universelle. On ne va même pas donner le chiffre de la vitesse de la lumière. Ça ne nous intéresse absolument pas. Ce qui nous intéresse, c'est simplement la démonstration qualitative. C'est la vitesse de la lumière est une constante universelle pour tous les observateurs, qu'ils soient mobiles et qu'ils soient au repos. Et si C est une constante universelle, il en découle automatiquement que le temps doit aussi bouger et qu'il ne peut plus être absolu. Et là, on va faire une démonstration que j'appelle une demi-démonstration, parce que c'est une démonstration entre guillemets qualitative. Je ne vais pas aller jusqu'au bout du raisonnement, simplement pour vous montrer d'une manière extrêmement simple l'opération. C'est le maximum des équations qu'on va écrire ici, donc il n'y aura pas vraiment de calcul. D'accord? Donc alors, l'opération, pour bien comprendre ça,
c'est de prendre un avion. Oui, oui, oui. Mes étudiants se payent ma fiole d'une manière systématique, régulière, constante, en me disant, monsieur, vous savez vraiment pas dessiner. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, l'avion, bien sûr, il se déplace dans ce sens-là. Alors, vu que la science a pris budget créé ici, alors, nous faisons une expérience où nous nous plaçons dans l'avion et nous souhaitons mesurer la vitesse de la lumière dans l'avion. Alors, je prends une lampe de poche, je me mets à l'arrière de l'avion, j'allume ma lampe de poche et je mesure le rayon lumineux, le photon, si vous voulez. Mais on s'en fiche à ce stade que ce soit un photon. Donc, je connais la longueur de la carlingue de l'avion et je peux mesurer le temps. Alors, bien sûr, on va le faire avec un laser et il faut le faire un peu de manière précise, mais on comprend l'idée. J'ai une source lumineuse, je connais ma distance, qui est la distance de l'avion, sur laquelle je mesure mon rayon lumineux, et je mesure le temps. Alors, je vais appeler C, qui est donc la vitesse de la lumière, comme étant la distance de l'avion divisée par le temps de l'avion. Ça, il n'y aura pas plus de calcul. Là, c'est le calcul le plus compliqué, à savoir une vitesse, c'est une distance divisée par le temps. Jusque-là, tout va bien. Alors, nous avons ici le petit bonhomme officiel qui regarde l'avion et qui se dit, je vais faire la même opération au sol. Mais, mesdames et messieurs, bien sûr, sous vos yeux ébahis, l'avion, il s'est déplacé pendant qu'il fait la mesure vue du sol. Ce que la personne dans l'avion n'a pas constaté vu qu'elle était dans l'avion mobile. C'est exactement l'histoire du train. Donc, vue du sol, le rayon lumineux, il accomplit une distance qui est plus grande, qui est cette distance-ci, qui est la distance sol. Et cette distance sol doit être divisée par le temps mesuré au sol, mais ça doit être aussi égal à C. C'est le même C, vu que Einstein a posé que la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. Ben, la conséquence, elle coule de source. Vu que la distance mesurée depuis le sol est plus grande, le temps mesuré depuis le sol doit être plus grand. Il s'est contracté pour que j'ai le même résultat de C. Ou en d'autres termes, vu que la distance mesurée dans l'avion est plus courte, il faut que le temps dans l'avion est plus court. Donc, ça veut dire, et là j'espère que vous êtes assis, oui, vous êtes assis, hein, disons techniquement, ça veut dire que quand vous êtes dans un avion, votre temps ralentit. Donc tout à l'heure, quand je disais on fait tous les jours des voyages dans le temps, je ne dis pas que vous prenez l'avion tous les jours, mais ça c'est valable pour n'importe quel déplacement, votre temps ralentit. Votre temps se dilate. Il se dilate parce que la physique oblige que la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. Alors attention, attention, si vous mesurez, si vous êtes dans l'avion, vous ne voyez pas, si vous voulez, que le temps ralentit. C'est pas que vous allez entendre que votre cœur bat plus lentement. Moi, en général, mon cœur bat plus vite parce que j'aime vraiment pas ça. Donc, je suis là, qu'est-ce que je fous là dans cette boîte en métal, là, dans cette boîte à sardines. Mais non, pas du tout. Pour vous, tout est le même. Si vous embarquez dans l'avion une horloge atomique ultra précise, mais ultra précise, la plus précise qu'on peut, à la pico, à la femtoseconde, vous allez regarder cette horloge. Et vous n'allez rien voir. L'horloge va faire tic-tac, 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 exactement comme elle aurait fait sur la Terre. Mais quand vous atterrissez et que vous comparez avec l'horloge atomique qui était restée à Terre, eh bien vous constatez que l'horloge embarquée dans l'avion, elle a ralenti. Et cette expérience a été réalisée dans les années 70, je ne sais plus si c'est 76 ou autre, où on a effectivement embarqué des horloges atomiques dans des avions de ligne. On les a fait aller dans le même sens que la rotation de la Terre, dans le sens contraire pour faire l'expérience complète. Et on a ensuite comparé l'horloge atomique par rapport à l'horloge atomique qui était restée au sol. Et effectivement, le temps s'était dilaté dans l'avion, ainsi qu'Einstein l'avait prédit. Bon, malheureusement, Einstein était mort parce qu'il est mort en 1955, de mémoire. Mais c'était une des magnifiques preuves de la fameuse théorie de la relativité d'Einstein, que le temps ralentit dans l'avion. Et donc,
Si vous prenez par exemple, on en parle beaucoup ces derniers temps, ben les gens qui, nos amis les astronautes qui vont dans la station spatiale internationale, en fonction de la vitesse de la station qui est énorme, hein, parce que la vitesse de la station en orbite, de mémoire, la station elle fait le tour de la Terre en 90 minutes. En 1 heure et demie, ou en 88 minutes, elle a fait le tour de la Terre. Donc vous imaginez la vitesse. Mais donc quand un astronaute reste dans la station spatiale internationale 6 mois, ce qui n'est pas non plus une durée extravagante. Alors, il y en a qui restent moins, il y en a qui restent plus, mais 6 mois, c'est une durée qu'ils tiennent dans la station. Eh bien, le temps de l'astronaute a ralenti de 0,02 secondes. Alors, 0,02 secondes, ça ne devient pas quelque chose d'infiniment petit. Le centième de seconde, ça devient quelque chose qu'on peut mesurer. Si quand vous mesurez des courses de 100 mètres, on est à cette précision-là. Mais donc, ça veut dire que l'astronaute qui est dans la station spatiale, quand il arrive sur la Terre, il a fait un bond dans le futur de 0,02 secondes, vu que son temps avait ralenti de 0,02 secondes. Pas de quoi fouetter un chat. Je dis que, vous voyez, il n'a pas l'impression de passer à travers une porte temporelle, Stargate ou je ne sais pas quoi. Voilà, il est dans sa station, il sort de sa station, il a d'autres chats à fouetter, tous ses muscles qui sont raplapla et tout est quanti. Mais oui, il est plus jeune de 0,02 secondes. Bon, voilà, même si vous passez une vie dans la station spatiale internationale, il n'y a pas de quoi aller fêter un anniversaire en plus, ça, je dis, ça c'est certain. Mais pour situer que, entre guillemets, tous les jours que Dieu fait, nous faisons, enfin pas forcément vous, mais enfin des personnes sur la Terre, effectuent des mini-sauts dans le temps, des mini-sauts dans le futur. Pour la petite histoire, comme ça on fait déjà un petit lien par rapport à la seconde partie de la conférence, les voyages dans le futur ne sont pas des voyages, entre guillemets, trop problématiques. Parce que si vous arrivez dans le futur, même si vous imaginez que, on le verra tout à l'heure, mais si vous faites des voyages dans le futur, ça ne fout pas la physique par terre. Bien sûr, le gros du dossier qu'on analysera dans la deuxième partie de la conférence, ce sont les voyages dans le passé, parce que là, vous ouvrez la boîte à paradoxes et ça devient très, très compliqué. Donc, avec cette préparation mentale, maintenant, on est tout à fait à l'aise pour aborder le fameux paradoxe des jumeaux. Et nous faisons ici l'opération tableau. Youp. Que c'est beau, la science des tableaux. Alors, le paradoxe des jumeaux était un paradoxe que Einstein avait tout de suite posé en 1905, en 1906, quand il a pondu sa fameuse théorie de la relativité restreinte ou relativité spéciale. Il l'avait tout de suite vu et lui l'avait posé de mémoire avec des horloges. Alors, ça n'avait pas eu un succès de dingue. Et puis, on en a fait un paradoxe avec des jumeaux. Et ça a un plus grand succès. Alors, on va, pour analyser le paradoxe des jumeaux, on va tracer, c'est peut-être pour certains d'entre vous la première fois que vous les voyez, moi je les aime beaucoup ces graphiques, c'est les fameux graphiques d'espace-temps de type Einstein, Minkowski, si on voulait être tout à fait précis. Alors, pour distinguer les espaces-temps d'Einstein par rapport au graphique classique, la coordonnée spatiale, on la met en axe horizontal. Donc je vais la noter X ici. Je ne prends qu'une seule coordonnée pour simplifier, mais X regroupe l'ensemble des coordonnées spatiales. Donc c'est X, Y et Z. L'ensemble de notre espace physique. Et ici, bien sûr, on met le temps. Ici, on met le temps. Donc, en vérité, je ne sais pas pourquoi les physiciens de la relativité ont utilisé cette convention, mais vu que c'est la convention inverse par rapport à des graphiques classiques de la physique ou des ingénieurs, c'est très très facile, si vous ouvrez un bouquin au hasard ou même vous pianotez sur l'Internet et que vous avez un graphique, de tout de suite voir dans quel cadre vous êtes. Parce que si le temps se trouve en coordonnées verticales, vous êtes dans ce type de graphique-là. Si le temps se trouve en coordonnées horizontales, vous êtes dans un graphique de type classique. Alors, le paradoxe des jumeaux fonctionne de la manière suivante. Ici, nous allons placer la Terre.
la Terre est à un endroit de l'espace et à un endroit dans le temps. Et sur la Terre se trouvent nos deux jumeaux officiels des physiciens qui s'appellent A et B, et donc... Oui, les physiciens sont d'une originalité incroyable. Bien. Et donc, pour essayer de les habiller, entre guillemets, c'est A et B, on les a appelés Alice et Bob. Voilà. Bon, voilà. Donc, chaque fois que vous avez des bouquins de physique, vous avez toujours Alice et Bob. Ici, en plus, Alice et Bob sont jumeaux. Ils ne sont pas obligatoirement jumeaux dans les autres expériences de la physique, mais dans cette expérience-ci, sinon, ce ne serait pas le paradoxe des jumeaux. Et alors là, vous dites vraiment que ce type, il vaut mieux qu'il aille réviser ses classiques. Donc, nous avons A et B, mais c'est Alice et Bob. Alors, Alice est la jumelle intrépide, celle qui va voyager. Bob, il est un peu comme moi, il est casanier. Déjà, je ne vais pas dire, non, je maîtrise très très bien l'environnement en Belgique, mais quand je dois passer une nuit à l'hôtel, j'angoisse 4 jours à l'avance en me disant, je ne veux pas que j'oublie mes chaussettes, mes caleçons, mes trucs, mes affaires. J'ai arrêté de vous raconter ma vie, mais vous avez compris l'animal. Alors, Alice décide d'embarquer dans une fusée pour se rendre sur Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, c'est une étoile qui est la plus proche de la Terre. C'est pour ça qu'elle s'appelle Proxima, la plus proche. C'est le fameux superlatif en latin. Et elle se trouve à 4 années-lumière de la Terre. En vérité, c'est 4,2. Mais à ce stade, on va considérer que c'est 4 années-lumière. Ça veut dire quoi, 4 années-lumière? Ça veut dire que la lumière que nous voyons aujourd'hui, quand on regarde Proxima du Centaure dans le ciel, a mis 4 ans pour nous parvenir. Vu que, ainsi qu'on l'avait dit tout à l'heure, C est une constante. La vitesse de la lumière est une constante, ce n'est pas une vitesse infinie. Donc, quand vous regardez dans le ciel Proxima du Centaure, vous regardez en vérité une étoile telle qu'elle était il y a 4 ans. C'est la même chose avec le Soleil, hein, mesdames et messieurs. Si vous regardez le Soleil, vous le regardez tel qu'il était il y a 8 minutes. Alors bien sûr, le Soleil est plus proche. Quand je dis c'est l'étoile la plus proche, c'est l'étoile la plus proche hors notre Soleil, bien sûr. Le Soleil est à 8 minutes, ce qui signifie en d'autres termes que si le Soleil devait s'éteindre maintenant, au moment où on se parle, bon alors je ne sais pas si on le verrait aujourd'hui, mais imaginez que le Soleil s'éteint à un temps T, nous ne le saurions sur la Terre que 8 minutes plus tard. Et on n'aurait aucune manière de le savoir plus vite, parce qu'aucune information ne peut aller plus vite que la lumière. Donc, c'est pas, on pourrait mettre tous les satellites, tout le système de communication, tout ce que vous voulez, le plus complet, on pourrait faire des bandes passantes de tout ce que vous voulez. Il ne sera pas possible d'avoir l'information que le Soleil s'est éteint par un coup de baguette magique plus tôt que 8 minutes, vu que 8 minutes, c'est la vitesse la plus rapide de la physique, c'est la vitesse de la lumière. Tout ça pour dire que notre bonne vieille Alice, elle part vers Proxima du Centaure avec une navette spatiale qui va quasiment à la vitesse de la lumière. Elle va à 0,99 C, soit 99% de la vitesse de la lumière. Elle va à Proxima du Centaure et puis elle se dit « Ah, misère, moi, oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié mon bon café italien que Francesco et Fabrizio boivent, le bon café, la bière torréfiée. Je vais revenir sur la Terre. » Tac. Et donc Alice arrive à Proxima du Centaure, elle fait demi-tour et elle revient sur la Terre. Pourquoi je ne la fais pas revenir ici? Because la Terre a aussi bougé dans l'espace-temps. La Terre s'est déplacée dans le temps tout en restant immobile par rapport à l'espace. Ici, il y avait Bob. Ça, c'est Bob. C'est exactement comme vous, comme moi. C'est pas une question, on est tous dans le même bateau, entre guillemets. Vous êtes assis, vous ne bougez pas, vous êtes très gentil, posé, les deux fesses sur la chaise, de temps en temps, vous en bougez une, mais enfin, vous êtes plus ou moins au même endroit. Mais la coordonnée temporelle, ma foi, il faut bien qu'elle s'écoule. Le vous qui écoute la conférence à ce moment-ci n'était pas le vous qui avait démarré la conférence, qui ne sera pas le vous qui la terminera. Alors vous dites, oui, c'est toujours moi, mais ça c'est de la philosophie, si vous voulez. Mais je veux dire que vous êtes toujours vous êtes votre être et votre être. Mais physiquement, vous vous êtes déplacé dans le temps, tout en restant immobile dans l'espace. Donc Bob, il ne peut pas rester là dans notre graphique d'espace-temps. Il doit bouger.
tout en bougeant, il doit bouger dans l'espace-temps, tout en restant immobile par rapport à la coordonnée spatiale. Donc, quand Alice revient sur la Terre, elle retrouve Bob, forcément. Et là, magie de la physique, pour Bob, combien d'années se sont écoulées? Bien, 8 ans, vu que si Alice allait quasiment à la vitesse de la lumière, Alice a mis 4 ans, disons, ici le 1%, je le laisse tomber par rapport à ces calculs-ci. Alice a mis 4 ans pour arriver à Proxima du Centaure. Elle fait demi-tour et elle revient, et donc pour Bob, il y a 8 ans qui se sont écoulés. Il a fêté 8 fois son anniversaire, il a soufflé 8 fois les bougies, chaque fois avec une bougie de plus, il a reçu 8 fois les cadeaux, il a mangé 8 fois la tarte et tout ce que tu voulais. Voilà. Et pour Alice, il y a 1,2 ans qui se sont écoulés. Il y a en fait un facteur 7 entre les deux. Pourquoi ? Pour la même raison qu'on avait expliqué tout à l'heure. Alice s'est déplacée à des vitesses incroyables. Son temps s'est dilaté. Et si vous divisez 8 par 7, vous trouvez à peu près ça. Donc en vérité, Alice n'a fêté qu'une fois son gâteau. Donc pour Alice, il y a 1 an et une chic qui s'est écoulée. Et pour Bob, il y a 8 ans qui se sont écoulés. Donc quand Alice revient, elle fait la même chose que nos astronautes qui reviennent, mais sauf qu'eux, ils ont fait un saut de 0,02 secondes, mais Alice, elle fait un saut de 7 ans, si vous faites 8 moins 1. Elle fait un saut de 7 ans dans le futur, entre guillemets. Elle fait un saut de 8 par rapport à l'écoulement de la Terre, mais pour elle, il y a quand même eu 1 an qui s'est écoulé. Donc imaginez que, par exemple, Bob ait eu un enfant qui est né juste après qu'Alice est partie, et que Alice était la marraine, mais enfin bon voilà, elle était partie, tu verras ta marraine plus tard. Et en fait, le plus tard, Alice elle revient, le gosse il a 8 ans, quoi. Donc il sait parler, il sait faire des équations de la physique, tout ça. Il vient aux conférences. mais pour Alice, il n'y a qu'un an qui s'est écoulé, 1 an une chic, vu que c'est un facteur 7. Alors ça, c'est déjà bluffant. Mais ce n'est pas encore la version dure du paradoxe des jumeaux. Si vous voulez parler en langage de physicien, on dirait que c'est la version molle du paradoxe des jumeaux. La version dure du paradoxe des jumeaux est de revenir à ce qu'on disait au début de la conférence. Et c'est là que vous vous dites quand même, il y avait un petit lien pédagogique. Donc le fait que le mouvement est relatif. Pour Bob, qui est resté sur la Terre, c'est Alice qui s'est éloignée et c'est Alice qui s'est rapprochée. C'est Alice qui s'est déplacée. Pour Alice qui est dans son vaisseau, elle regarde dans son vaisseau la Terre qui s'éloigne et puis elle voit la Terre qui revient. Donc pour Alice, c'est la Terre qui s'est déplacée par rapport à elle. Et donc la question sur laquelle les Romains s'empoignèrent et les Athéniens s'atteignirent, c'est de dire, mais donc, si pour Alice c'est Bob qui s'est déplacé, et si pour Bob, c'est Alice qui s'est déplacée, ben, ça ne peut pas marcher, votre affaire. Parce que Alice ne peut pas être plus jeune que Bob, qui ne peut pas être plus jeune qu'Alice. Il doit y avoir un stut, comme on dit à Bruxelles, ou un os dans le potage, comme on dit partout. Donc, qui s'est vraiment déplacé? Vu que le mouvement est relatif, on ne sait pas savoir. Bien là, les physiciens, ici, ils savent savoir. Ici, ils savent savoir, parce qu'ils disent oui, le mouvement est relatif, et je constate que discrètement, la technique, chaque fois que je monte dans le son, me diminue le micro, quoi. Je dis que ça, c'est vraiment... c'est des petits malhonnêtes, hein, c'est des années d'expérience. Il me diminue chaque fois le volume, bientôt je finis la conférence sans micro, quoi. La captation vidéo va être top, quoi. Donc, en fait, si vous voulez, pour le dire autrement, vous avez une situation symétrique. Pour Alice, c'est Bob qui s'est éloigné. Pour Bob, c'est Alice qui s'est éloignée. Et donc ça, c'est le cœur du paradoxe des jumeaux. C'est de dire, les deux jumeaux font le petit calcul selon les équations de la relativité générale d'Einstein. Ils calculent le fameux facteur de Lorentz, le fameux facteur 7 qui est apparu ici, entre mes croyez-moi sur facture, si vous voulez. Et à ce moment-là, il y a l'un et l'autre estiment que l'autre s'est déplacé. Mais donc qui vraiment s'est déplacé? Quand vous avez une situation symétrique,
Si vous ne voulez pas faire des calculs trop compliqués, le truc du physicien, c'est d'essayer de voir où la symétrie se brise. Et alors, dans ce cas-là, vous pouvez éviter tous les calculs symétriques. Feynman, d'ailleurs, l'avait résolu en une phrase dans ses fameux cours de physique. Alors, lui c'était plus un fan de mécanique quantique, donc il trouvait que ce paradoxe n'était pas vraiment un paradoxe pour Feynman, si vous voulez. Alors, il disait, ben non, c'est assez simple, c'est Alice qui fait demi-tour. Bob, il ne fait pas demi-tour. Bob, il reste sur la Terre. Il reste immobile sur la Terre. Donc, si Alice fait demi-tour, c'est donc bien elle qui s'est déplacée. Donc, c'est bien Alice qui est en mouvement. Et donc, c'est bien Alice qui sera plus jeune quand elle revient. Et donc, entre guillemets, le paradoxe est résolu, vu qu'on a réussi à voir où la symétrie était brisée. Alice fait un demi-tour que Bob ne fait pas. Si maintenant, vous regardez ce graphique, eh bien, vous constatez quelque chose de relativement fabuleux, qui est que l'inégalité triangulaire n'est pas conservée. Dans l'espace-temps de Minkowski, quand vous tracez un graphique, le trajet qui, à la craie, si vous voulez, ou à la main quand vous le faites, le trajet qui est en fait le plus long est un trajet de temps propre plus court. Ça, c'est parce qu'il y a un renversement avec un signe moins dans le théorème de Pythagore, si vous voulez. Dans le théorème de Pythagore, dans l'espace-temps, il y a un signe moins qui apparaît devant la coordonnée temporelle ou l'ensemble des coordonnées spatiales, ce qui revient au même. Bref, il y a un signe moins dans le Pythagore qui fait que, quand vous calculez une partie du triangle et les deux autres, eh bien, en fait, si vous voulez, ce trajet-ci plus ce trajet-là, a un temps, je vous rappelle que le temps est en coordonnées, a un temps plus court que ce trajet-là. Et donc ça, c'est assez facile. Parce que ça veut dire qu'avec ce truc, chaque fois que vous verrez des graphiques d'espace-temps, vous pourrez très très simplement savoir quel est le temps le plus court, simplement en regardant quel est le tracé le plus long. Donc, par exemple, une des questions que m'avaient posées un jour des étudiants, c'était de dire, mais imaginons que Bob, il passe un peu de temps sur la Terre, on ne sait pas très bien quoi, et il décide à ce moment-là de rejoindre Alice. Alors, si Bob décide de rejoindre Alice sur Proxima du Centaure, ben, c'est assez simple. Là, on le voit tout de suite. Le triangle, c'est Bob qui accomplit c'est Bob qui accomplit les deux côtés du triangle. Et donc, c'est quand il va rejoindre Alice sur Proxima du Centaure, c'est bien lui qui sera plus jeune d'Alice. Vous voyez, l'inégalité triangulaire est renversée. C'est aussi simple que bonjour. C'est une simplicité enfantine. Je dis qu'il ne faut pas avoir fait de la mathématique bien compliquée. Alors, il y a une ultime chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est que pour résoudre ce type de situation, il faut que les deux, Alice et Bob, partent du même endroit au même moment et se retrouvent au même endroit au même moment. Et alors, vous pouvez savoir qui est plus jeune que qui. Imaginez maintenant la chose suivante. C'était une autre question que m'avaient posée les étudiants. Ils m'avaient dit, tiens, mais monsieur, imaginez que Alice, elle parte et elle dépasse Proxima du Centaure. Elle va le plus loin possible, Et Bob reste sur la Terre. Qui est plus jeune que qui? Eh bien, dans ce cas-là, sous vos yeux ébahis, on ne peut pas savoir. La physique n'a pas de réponse. Vous savez bien que pour Alice, c'est Bob qui se déplace, pour Bob, c'est Alice qui se déplace. Tant que vous ne les avez pas remis au même endroit, au même moment, vous ne pouvez pas comparer. Donc, bien sûr, si à un moment donné, c'est Alice qui fait le demi-tour pour rattraper Bob, celle qui sera plus jeune, ainsi qu'on l'a dit. Si par contre, à un moment donné, Bob dit « Ouais, j'en ai marre, ça fait longtemps que je n'ai plus vu ma sœur, je pars à une vitesse phénoménale, à 0,9999c, et je vais rejoindre Alice », mais en vérité, ce graphique n'est pas tout à fait juste, il la rejoindrait là tout en haut, mais là, je ne suis pas assez grand pour écrire, eh bien, c'est Bob qui sera plus jeune. Because, dans ce cas-là, c'est son trait de craie qui sera plus grand et le trait de craie le plus long, c'est bien la personne qui est la plus jeune. Tandis que si c'est Alice qui revient, c'est Alice qui fait le demi-tour et donc c'est elle qui sera plus jeune. Voilà. Le paradoxe des jumeaux, là, il est résolu
Comme si vous étiez à un cours de physique, en vérité, parce que, à part une ou deux petites équations, mais qui sont d'une simplicité enfantine, entre guillemets, la relativité spéciale n'est pas la théorie physique la plus compliquée. Il est fait. Voilà, vous êtes physicien de la relativité spéciale avec le paradoxe des jumeaux en prime. Voilà. Bienvenue, merci. Et donc, merci. Et donc cette affaire est entre guillemets résolue. Donc maintenant, on sait ce qui se passe quand on se déplace à des vitesses incroyablement rapides. Pour autant, bien sûr, que les deux observateurs partent du même endroit et se retrouvent au même endroit. C'est l'observateur qui a parcouru dans notre schéma le trajet le plus long, qui en vérité sera l'observateur dont le temps propre est le plus court. Dans notre affaire, on avait vu qu'Alice, quand elle revenait sur la Terre, dans la version initiale du paradoxe des jumeaux, elle avait fait un bond dans le futur de 7 ans. Et ça, entre guillemets, ça ne pose évidemment aucun souci. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de la conférence, qui sont les fameux voyages dans le temps, et on va les aborder, bien sûr, sous l'angle des paradoxes. Les paradoxes qui sont liés au voyage dans le temps. Alors, ainsi qu'on l'a dit, les voyages dans le futur ne posent aucun problème. Il y a zéro souci pour les voyages dans le futur. Le problème, ce sont donc les voyages dans le passé. Et dans les voyages dans le passé, le premier paradoxe qui apparaît, qui est un paradoxe officiel dans la littérature scientifique, c'est le fameux paradoxe du grand-père. S'il y a des grands-parents avec leurs enfants, méfiez-vous. Le paradoxe du grand-père est énoncé de la manière suivante. Vous construisez une machine à remonter le temps. Aujourd'hui, en tout cas pour l'objet de la cause, on va considérer qu'on sait fabriquer une machine à remonter le temps. On pourrait, dans l'année académique prochaine, faire éventuellement une conférence sur, entre guillemets, comment est-ce qu'on pourrait construire des machines à remonter le temps. On a des idées, on a des idées bien sûr théoriques. On n'est pas près de la construire, mais en tout cas, on n'est pas à zéro par rapport à ça. Mais aujourd'hui, à ce stade, considérez que la machine à remonter le temps est fabriquée, elle est faite, elle est disponible. Eh bien, alors, si vous avez une machine à remonter le temps, autant l'utiliser. Alors, vous dites, je vais l'utiliser et je vais faire une magouille. Vous remontez dans le passé et vous retrouvez votre grand-père, qui est votre grand-père jeune, qui, bien sûr, ne vous connaît pas, because vous êtes son petit-fils qui est revenu dans le passé. Et là, vous saisissez de dessous votre veste un énorme couteau d'assassin sadique et tac, vous assassinez le grand-père. Oui, ça, je l'ai dit, les physiciens, parfois, ils sont un peu bizarres. Bon. Plus de grand-père, plus de vous, because plus de possibilités d'engendrer votre papa ou votre maman en fonction du grand-père que vous avez choisi. Et si vous n'êtes plus là, vous ne pouvez pas l'avoir assassiné. Donc c'est un paradoxe. C'est le fameux paradoxe du grand-père. Voilà, la physique n'est pas très compliquée. Alors, donc, je ne sais pas pourquoi ils se sont cassés la tête à aller assassiner le grand-père, parce qu'on aurait pu assassiner la maman ou le papa, mais le paradoxe du grand-père, c'est un des paradoxes qui est au cœur des voyages dans le temps. Bien sûr, on verra tout à l'heure des manières d'essayer de résoudre ce paradoxe, qui bien sûr n'est pas, faut-il le préciser, une incitation, même cachée, à essayer de faire du tort ou du mal à vos parents ou à vos grands-parents qu'il faut aimer et chérir, hein, bien sûr. Mais voilà, le paradoxe dans la littérature s'appelle le paradoxe du grand-père. Alors, avec mes étudiants, j'utilise une version un peu moins sadique, qui est le paradoxe de la question d'examen. Ouais, en le disant, je me suis dit, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup moins sadique. Je leur dis, imaginez la chose suivante. Votre rêve, c'est de devenir physicien. Bon, ok. Alors, vous êtes en train d'étudier les études de physique et vous êtes en première année et, c'est la débandade. Vous loupez dans les grandes largeurs l'examen de physique. Vous avez tout raté. Bon. Alors, à ce moment-là, vous dites, qu'à cela ne tienne, je vais passer ma vie à construire une machine à remonter le temps, et puis je vais retourner dans le passé et je vais réussir cet examen. Et donc vous passez toute votre vie à essayer de fabriquer une machine à remonter le temps. Vous réussissez à fabriquer la machine à remonter le temps. Vous revenez dans le passé et vous vous donnez, pas à vous-même, mais à votre version plus jeune de vous-même, les réponses à la fameuse question de l'examen.
Mais c'est aussi un paradoxe, parce que dans ce cas-là, votre plus jeune va réussir son examen, il va devenir un physicien. Et s'il est physicien, il est heureux, il n'a pas besoin de se casser la tête à fabriquer une machine à remonter le temps, il est déjà heureux en tant que physicien. Et donc, entre guillemets, vous ne pouvez pas revenir dans le passé pour lui donner les questions d'examen, et donc il va quand même le rater l'examen. Donc voilà, vous êtes dans une version du paradoxe du grand-père, mais entre guillemets plus gentille, si vous voulez. Personne n'est mort ici à ce stade. Bon, voilà. Alors, si jamais cette affaire d'interaction humaine vous embête, vous avez la version boule de billard, qui est fort utilisée dans les articles qui parlent des machines à remonter le temps. Il ne faut pas croire, hein, ce sont des articles qui sont publiés dans des revues scientifiques tout à fait sérieuses, de l'APS, l'American Physical Society. Enfin, je dis, c'est pas... Alors, les physiciens, souvent, quand ils publient des articles sur les machines à remonter le temps, utilisent un titre tout à fait abscon. Donc, ils parlent, par exemple, de problèmes de thermodynamique aux confins de la théorie de la relativité. Mais c'est en fait une manière de parler des machines à remonter le temps, hein, si vous voulez. Donc, voilà. Mais c'est rare que vous voyez un article qui s'intitule Time Machine, publié dans les revues scientifiques, mais à la fin, dans l'article, il parle des machines à remonter le temps. Alors ici, vous avez la boule de billard, et la boule de billard, elle reçoit un impact, et elle file vers un trou de la table. Bien. Elle file vers un trou de la table, mais ce que la boule de billard ne savait pas, et vous non plus, c'est que ce trou, dans une table de billard, enfin je suppose, hein, je ne suis pas un joueur de billard, mais je pense qu'il y a des trous dans cette chose, eh bien à un moment donné, c'est en fait un trou de verre. Donc c'est un trou de verre qui fait que la boule, elle rentre dans le trou de verre, et trac, elle revient ici, elle revient pour se bousculer elle-même, et pour la dévier en dehors du trou. Pas de bol, la boule ne peut plus rentrer dans le trou qui était le trou de verre, mais c'est en rentrant dans le trou de verre qu'elle pouvait bien sûr se bousculer. Donc vous êtes aussi dans un système incohérent, et là, il n'y a plus d'interaction humaine où des gens doivent assassiner leurs parents ou leurs grands-parents, ou des physiciens en mal de questions d'examen doivent se filer les questions d'examen. Tous ces trois paradoxes, toutes ces versions, trois des paradoxes, à savoir le paradoxe du grand-père, le paradoxe de la question d'examen et le paradoxe de la machine, de la boule de billard, mettent en lueur un problème de cohérence. Un problème de cohérence qui fait que quand vous remontez dans le passé, vous risquez de modifier l'histoire et de la rendre incohérente. Alors, bien sûr, c'est assez récent, ceci étant, mais bien sûr, les physiciens ont escogité une conjecture pour essayer de protéger le monde, l'univers, de ces problèmes de cohérence. Et la fameuse conjecture, c'est ce qu'on appelle la conjecture de cohérence de Noblikov, qui était un mathématicien, physicien russe, si je ne m'abuse. Alors, la conjecture de cohérence de Noblikov dit que d'une manière ou d'une autre, quand vous allez essayer de réaliser des actions qui sont en vérité incohérentes en utilisant une machine à remonter le temps, l'univers va conspirer contre vous pour vous empêcher de rendre l'incohérence. Une manière simple de voir les choses, c'est vous voulez aller assassiner votre grand-père a déménagé, vous avez oublié le couteau, vous glissez sur une peau de banane, clatch. Bon, voilà, d'ailleurs certains physiciens appellent cette affaire l'effet peau de banane, dans le sens. C'est que l'univers vient vous glisser une peau de banane qui vous empêche d'aller commettre les magouilles pour rendre les choses incohérentes. Notez que, quitte à rester dans le sadique, vous pourriez, allez assassiner votre grand-père qui est plus jeune, qui ne vous connaît pas. Votre grand-père, vous pourriez à ce moment-là glisser sur une peau de banane. Votre grand-père pourrait se retourner en disant « Ah, charogne, tu voulais m'assassiner » et lui, à ce moment-là, vous assassine. Et ça, c'est tout à fait cohérent, bien sûr. C'est tout à fait cohérent d'un point de vue physique. C'est tout à fait cohérent. Et vous pourriez dire, mais comment est-ce que je ne le savais pas ? Écoutez, votre grand-père, il n'était quand même pas tout à fait à l'aise d'avoir assassiné quelqu'un, quand bien même il avait l'air d'avoir des intentions malhonnêtes. Et donc, il a caché le cadavre, il l'a dissous dans l'acide, il n'en a parlé à personne. Et donc il n'en a pas parlé à ses enfants, et donc surtout pas à vous. Et donc, vous n'étiez pas au courant que votre grand-père avait un meurtre sur la conscience qui était votre meurtre à vous. Pas de bol. Il ne fallait pas tenter l'univers, quoi. Pas
pas de bol. La question de l'examen, on peut envisager plusieurs choses. On peut bien sûr envisager que vous n'arriviez pas à rentrer en contact avec votre vous plus jeune, ou que vous arrivez à rentrer en contact avec lui, mais vous êtes tellement excité, tellement content de lui donner enfin les questions d'examen qu'en fait, à ses yeux, vous apparaissez vraiment pour un hurluberlu. D'ailleurs, vous êtes habillé de manière tout à fait bizarre par rapport à lui. Mais il dit, c'est quoi cette vieille personne qui vient me dire qu'elle a des questions d'examen? Et donc, si vous voulez, il ne vous écoute même pas. Il récupère les feuilles, il les jette à la première poubelle, il va à l'examen, il se plante dans les grandes largeurs. Et en fait, la tristesse de s'être planté à l'examen prend tellement le pas qu'il ou elle oublie totalement qu'une personne juste avant l'examen avait essayé de lui donner les questions. Voilà, ça c'est une des manières que l'univers pourrait conspirer pour vous amener quasiment jusqu'à réaliser l'incohérence, mais en fait, en bout de course, vous ne la réalisez pas. La boule de billard, c'est très simple. La boule de billard rentre dans le trou de verre, elle ressort, elle se frappe elle-même, dans sa version plus jeune, pour rentrer dans le trou de verre. Et là, vous avez fabriqué une sorte de mouvement perpétuel, qui n'est pas un mouvement perpétuel, parce qu'en vérité, pour alimenter un trou de verre, vous avez quand même besoin de fournir de l'énergie, même si c'est de l'énergie à densité de matière énergie négative. Mais soit, je dis, ce trou de verre ne fonctionne pas d'une manière gratuite. Mais dans ce cas-là, entre guillemets, c'est cohérent. C'est cohérent, mais si vous avez la boule de billard qui est, si vous voulez, frappée par sa version plus âgée, si vous voulez, qui l'envoie dans la machine à remonter le temps pour qu'elle se revienne se frapper elle-même, là, vous avez, entre guillemets, un double problème qui apparaît. Bien sûr, le premier problème, c'est qui a frappé la boule de billard en premier lieu? OK, vous avez une boucle cohérente, mais vous ne savez pas qui a frappé la boule de billard en premier lieu, vu que c'est elle-même qui se frappe elle-même, dans une version plus jeune ou plus âgée. Et ça, ce n'est pas résolu. Dans le sens que si vous avez bien utilisé la conjecture de cohérence de Novikov pour rendre la situation tout à fait cohérente, il n'y a plus de paradoxe, mais vous avez une sorte d'apparition d'une information, disons, ainsi que les physiciens l'appellent, mais vous pourriez dire l'apparition d'un fait qui sort de nulle part, et qui est quelque part, on ne sait pas la première fois que cette chose est apparue. Et ça, entre guillemets, voilà, on peut pas, on sait pas tout résoudre. Je veux dire, Rome, c'est pas fait en un jour, donc voilà, ça il faut entre guillemets l'accepter. Mais, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui se passe avec la boule de billard. Ça, c'est vraiment quelque chose de super grave. Je ne sais pas si vous imaginez, vous réussissez à l'imaginer. C'est que forcément, cette boule de billard, elle est dans une sorte de boucle sans fin. Mais cette boule de billard va vieillir, au sens qu'elle continue à être frappée, touchée, impactée, elle va commencer à se modifier, et puis à un moment donné, elle va s'abîmer, elle va s'écailler, elle va vieillir. Elle doit bien obéir, elle aussi, à la loi, au second principe de la thermodynamique. Et donc, à un moment donné, cette affaire ne va plus fonctionner, parce que vous avez toujours une version plus vieille qui apparaît. Et donc là c'est compliqué. Là, c'est compliqué aux entournures parce que pour que ce soit 100% cohérent, la boule de billard ne devrait pas vieillir dans l'opération. Mais la machine à remonter le temps, telle qu'on pourrait l'imaginer, ce n'est pas une machine à vous rajeunir, c'est une machine à remonter le temps. Et donc, vous êtes toujours avec le second principe de la thermodynamique. Donc, en gros, la flèche du temps. Et là, la manière, si vous voulez, de résoudre ça, ou en tout cas la manière qu'ont les thermodynamiciens pour résoudre ce problème, c'est la fameuse conjecture de protection chronologique. Alors, la fameuse conjecture de protection chronologique, c'est une conjecture, ce sont toutes les deux des conjectures, pour la petite histoire. Une conjecture,
c'est un théorème mathématico-physique. Ici, c'est de la physique mathématique, mais qui n'est pas démontré. Il n'est pas, c'est un théorème. Il y a les personnes qui ont mis la conjecture ont des bonnes raisons de penser qu'il est juste, mais non, quand même pas démontré. Bien, la conjecture de protection chronologique, celle-là, elle est quand même fort appréciée des thermodynamiciens. Eux, ils disent quoi? Ils disent, en vérité, les voyages dans le temps sont interdits. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui. Les voyages dans le temps sont interdits parce qu'à un moment donné, vous ne respectez pas la seconde loi de la thermodynamique. Voilà, donc ça c'est une manière, si vous voulez, de s'en sortir par rapport au voyage dans le temps. Alors, on n'en a pas encore à 100% terminé. Je récupère ma craie. Il y avait en 2009, si mes souvenirs sont bons, je vérifie dans mes notes, le 28 juin, mais en 2009, Stephen Hawking, qui est d'ailleurs a été un de ceux qui a le plus bataillé pour la conjecture de protection chronologique, lui pensait que les voyages dans le temps n'étaient pas autorisés. Et son argument, c'était de dire les voyages dans le temps ne sont pas autorisés, sinon on aurait déjà rencontré des voyageurs du futur qui seraient venus nous dire « Coucou, comment vas-tu » Bien. Alors, Stephen Hawking, en 2009, il a organisé une fête pour les voyageurs du futur. Donc, il s'était mis sur son 31 à son collège à Cambridge. Je vous rappelle qu'il avait la chaire d'enseignement de physique mathématique qui était la chaire que possédait déjà Newton, que je pense avait eu aussi Dirac entre-temps. Il s'était mis sur son 31, le champagne au frais, peut-être même une bouteille débouchée, les verres, les cotillons, les flonflons, il y a même des images qui circulent sur Internet. Et il a attendu, cette fête était à midi, c'est pas le soir, et il a attendu, et bien sûr, personne n'est venu. Bah. Pourquoi personne n'est venu? Because il a envoyé les invitations le lendemain. Ah, voilà, ça c'est quand même l'idée du siècle. Donc, je rêve un jour de fêter mon anniversaire en envoyant les invitations le lendemain. Ce serait le rêve ultime du physicien, quoi. Je dis, voilà, vraiment, vous ne faites pas l'anniversaire, en fait, c'est quelque part. Donc, il avait envoyé les invitations le lendemain, avec les coordonnées GPS et tutti quanti. Et donc, il s'était dit, la seule manière pour que quelqu'un vienne, c'est qu'il était au courant de l'invitation dans le futur. Et donc, il en a déduit que c'était une preuve expérimentale du fait que les voyages dans le temps n'étaient pas permis. Bon, quand les physiciens et théoriciens se mettent à faire des expériences, il faut le regarder un peu avec gentillesse, si vous voulez. C'est pas de l'expérience de haut vol, quand même. Mais, imaginez maintenant la chose suivante. Le camarade Hawking est, en 2009, dans son collège à Cambridge, avec sa petite fête, et imaginez que simplement, à un moment donné, il y a un voyageur du futur qui vient et qui fait hey, « Coucou Steven, salut, et il s'en va ». Comme ça, il n'y a pas de problème de cohérence et de machin, pas d'interaction. Coucou, Steven, et il s'en va. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, le bon vieux Stephen Hawking, il est obligé d'envoyer ses invitations. Parce que sinon, ce qui s'est passé la veille n'aurait pas pu avoir lieu. Et ça, c'est le libre arbitre qui est foutu par terre. Parce qu'on n'aime pas l'idée que vous êtes obligé d'accomplir une action demain pour rendre nécessaire ou réalisable une action qui, en vérité, s'est déjà passée hier. Les physiciens, ils aiment bien que les causes produisent les effets, mais entre guillemets, en toute rigueur, la cause doit venir avant les faits. Parce que si la cause vient après les faits, c'est quand même un peu toute notre physique qui est un peu par terre. Alors, je sais qu'il y a des grands débats sur les neuropsychologues et autres pour savoir si le libre arbitre était vraiment un libre arbitre ou si c'est juste une impression de libre arbitre. Mais ici, c'est pas la question n'est pas là. La question, c'est de dire que le lendemain de sa fête, Stephen Hawking a envoyé ses invitations, mais il avait encore le choix de ne pas le faire.
s'il avait eu une colique et qu'il s'était levé et qu'il avait dit « Oh, finalement, je n'ai pas envie d'envoyer ces invitations, c'est comme une idée à la con », eh bien, il ne les envoyait pas. Voilà. Mais par contre, si un voyageur du futur était venu simplement lui faire un petit coucou, il aurait été obligé de les envoyer. Il n'avait pas le choix. Et ça, vous voyez que non seulement quand vous permettez les voyages dans le temps, vous ouvrez la boîte à Pandore, c'est le cas de dire, avec des situations incohérentes, et vous êtes obligé de demander à l'univers de vous aider pour rendre l'histoire cohérente, mais vous pouvez éventuellement aussi mettre en difficulté le libre arbitre. Ce qui fait que vous ne pouvez plus finalement décider de ce que vous faites parce que ce que vous allez faire demain est déjà décidé par ce que vous avez fait aujourd'hui ou ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Alors en grande partie c'est le cas, dans le sens que bon ben voilà, je veux dire, vous êtes quand même obligé, disons, de vous alimenter, de boire ou autre, mais pour une série de choses, on a quand même envie de garder notre libre arbitre. Et là, ça, c'était pas possible. Alors bien sûr, on pourrait se dire que vu que Stephen Hawking est très très célèbre, si jamais il y avait eu un voyageur du futur qui était venu, il en aurait fait une publicité Urbi et Torbi, et que donc même sans envoyer les invitations, tout le monde aurait su qu'il avait organisé une fête pour les voyageurs du futur ce jour-là à cette heure-là, et que donc un éventuel voyageur du futur muni d'une machine à remonter le temps aurait pu bien sûr venir le saluer, quand bien même Stephen Hawking, boudeur et râleur, vu que lui était pour la conjecture de protection chronologique, aurait dit « Ah non, moi je n'envoie plus mes invitations et fourte, allez vous faire cuire un œuf ». Ben non, parce que quelque part tout le monde aurait été au courant et donc invitation ou pas invitation, c'est comme si elles avaient été envoyées. Mais, c'est quand même un peu gênant. C'est quand même un peu gênant de retirer le libre arbitre aux gens simplement parce que vous avez permis les voyages dans le temps. Alors, si jamais, entre guillemets, si jamais ça vous embête, vous pouvez encore voir un dernier exemple, un tout dernier exemple de problème qui est relatif au voyage dans le temps. Et pour, entre guillemets, se retirer des soucis d'interaction, je vais prendre une sorte d'exemple de modèle jouet simplifié où on va utiliser une petite machine à remonter le temps. Voilà, petite machine. On va mettre comme ça, voilà, je sais pas, voilà, 2 roues, voilà. Petite machine, toute petite machine à remonter le temps. Voilà. Donc il n'y a pas d'interaction. Éventuellement, vous pouvez mettre quelque chose à l'intérieur, mais c'est tout. Donc, vous êtes un savant, une savante, vous avez réussi à fabriquer une machine à remonter le temps. Vous dites, OK, voilà, la machine est faite. Vous êtes le samedi midi, vous avez pris votre machine avec vous, vous l'avez posée sur la table à manger, et vous dites, je vais faire quelque chose de super simple, je vais l'envoyer dans le passé, donc on était le dimanche midi, pardon, je vais l'envoyer dans le passé le samedi midi. Vous appuyez, vous réglez la machine, vous appuyez sur le petit bouton, là, sur le buzzer, et la machine disparaît, et elle apparaît le samedi midi sur la table de la salle à manger. Alors, là, bien sûr, il y a un premier problème qui va apparaître tout de suite, c'est le fameux problème de la double occupation. Parce que votre version du vous qui arrivez le dimanche avec la machine sous le bras, vous allez vous trouver déjà avec une machine sur la table à manger. Et donc ça, ce n'est pas possible. Donc il faut que, si on veut être cohérent, conjecture de cohérence de Novikov, l'univers vous aide à déblayer la table de la salle à manger de votre machine. Et on peut à ce moment-là imaginer de fabriquer une sorte de boucle comme la boucle de la boule de billard, où votre fils ou votre fille trouve le samedi midi ou le samedi à 2h l'après-midi votre machine sur la table de la salle à manger, qu'il ou elle ne sait pas ce que c'est, dit « Oh, papa, maman a encore fait ses recherches, il a oublié de ranger son brol », il prend ou elle prend la machine, il la ramène dans votre labo. Et donc, vous, le dimanche, vous allez récupérer la machine dans votre labo et vous l'emmenez sur la table de la salle à manger. Bon, ça demande quand même beaucoup de ci et de ci et de ci, mais c'est la seule manière de vous retrouver avec quelque chose de cohérent et de ne pas avoir le dimanche midi 2 machines qui se trouvent au même endroit, parce que ça, ce n'est pas possible. Alors, dans ce cas-là, vous pourriez, entre guillemets, dire, eh bien, je vais tester la fameuse thermodynamique dont on avait parlé. Je vais mettre dans la machine une tasse de café chaud. Je mets une tasse de café chaud dans la machine.
Je l'envoie le samedi midi. Donc elle remonte. Votre fils ou votre fille récupère la machine, va la ranger dans votre labo. Le dimanche midi, vous récupérez votre machine, vous la posez sur la table à la salle à manger, et qu'est-ce qui s'est passé? Le café est froid. Exactement. C'était le même souci qu'on avait avec cette fameuse boule de billard qui à un moment donné commençait à vieillir, c'est que votre café est froid. Et donc, là vous êtes coincé, parce que vous ne pouvez pas récupérer un café chaud, parce que ce serait aller contre le second principe de la thermodynamique. Le café, il est froid, c'est-à-dire qu'il se met à température de la pièce, en vérité. C'est ça que ça veut dire être froid. Mais un café à 21 ou 22 degrés, c'est la température plus 21 ou 22 degrés ou 19 degrés, c'est café froid, évidemment. Donc là, vous êtes foutu. Vous êtes chocolat bleu pâle, pour le dire en expression de la science officielle. Donc vous ne savez pas vous en sortir. Donc vous comprenez par un autre biais, si vous voulez, par un exemple qui ne met pas en œuvre trop d'interactions humaines, de libre arbitre, pourquoi les thermodynamiciens ne sont pas du tout à l'aise par rapport au voyage dans le temps et qu'ils pensent sincèrement que ça ne va pas marcher et que donc, au moment où vous fabriquez la machine à remonter le temps, elle va exploser, elle ne va pas fonctionner comme on veut, donc ça ne va pas fonctionner. Alors, si ces affaires vous laissent un peu sur votre faim, il y a une possibilité, on terminera par là, il y a une possibilité d'essayer de résoudre ces problèmes de voyage dans le temps, qui est une des possibilités héritées de la mécanique quantique. Et vous savez que j'adore la mécanique quantique, c'est peut-être ma partie de la physique préférée. Et donc, un peu en gimmick mental, j'essaye à chaque fois que j'ai une conférence, quel que soit le sujet, de réussir au moins à placer le terme mécanique quantique. C'est en vérité pas si compliqué en général. Mais là, ici, on pourra même un tout petit peu en parler. Alors, la mécanique quantique, en tout cas une des interprétations de la mécanique quantique, était une interprétation qui était celle qu'affectionnait particulièrement Richard Feynman, c'était de dire que si vous prenez un électron, que vous faites aller l'électron d'un point A à un point B, en vérité, ce que fait l'électron, c'est qu'il explore, renifle, disait-il, tous les chemins possibles pour aller de A à B. Et il n'y a que certains chemins qui vont contribuer positivement au fait que l'électron se déplace de A à B. Et ces chemins qui contribuent de manière positive, on ne va pas ouvrir ce débat-là aujourd'hui, vu que ce n'est pas le thème, sont en vérité les chemins que nous considérons que l'électron suit. On pourrait faire ça avec un photon, on peut faire ça avec n'importe quelle particule. Donc, c'est en vérité cette manière de voir la mécanique quantique, c'est ce qu'on appelle la fameuse somme des histoires ou la somme des chemins, ce qui a donné les fameuses intégrales de chemin de Feynman. Alors là, on a une manière très très simple de résoudre, entre guillemets, les voyages dans le temps. C'est que vous pourriez être dans une histoire et quand vous remontez dans le temps, vous basculez sur une autre histoire. Et si vous êtes basculé sur une autre histoire, là, il n'y a plus de cohérence ou de libre arbitre qui tiennent. Vous pouvez retourner dans le passé et assassiner sauvagement votre grand-père, parce qu'en vérité, vous l'avez assassiné dans une autre histoire, qui n'est pas l'histoire de laquelle vous êtes parti. Vous pouvez retourner dans le passé et vous donner à votre vous plus jeune une version, enfin les réponses aux questions de l'examen, mais vous êtes dans une autre histoire. Et donc, ce n'est même pas dit que dans cette histoire-là, ce soit ces questions-là qui sortent. Donc, vous pourriez aller jouer au loto en connaissant les numéros du loto et vous ne gagneriez pas au loto. Parce qu'en vérité, c'est d'autres numéros qui sortent dans cette histoire-là. Et donc, vous pouvez, de cette manière-là, si vous voulez, vous n'avez plus de problème de cohérence et vous n'avez quelque part plus de problème de thermodynamique. Et le seul problème que vous avez, c'est que quand vous êtes dans la nouvelle histoire et que vous décidez de revenir dans le présent, eh bien, rien ne vous garantit que vous allez retourner dans votre histoire. En vérité, tout semble indiquer, si vous acceptez cette interprétation-là, que quand vous allez retourner, entre guillemets, dans le présent, vous allez retourner dans le présent, oui, en termes de date, mais ce sera dans une autre histoire. Parce que vu qu'il y a une infinité d'histoires, la probabilité pour que vous retombiez par le pur des hasards sur l'histoire dont vous êtes parti, elle est quasiment nulle schnull-broquette. Et donc, ça veut dire qu'en vérité, quand vous êtes monté dans la machine à remonter le temps, eh bien, vous êtes disparu.
Vous êtes disparu dans l'histoire que vous avez quittée. Enfin, chaque année, il y a des milliers de personnes qui disparaissent en France et en Belgique. Et entre guillemets, on n'en fait pas tout un fromage, c'est pas ça. Mais je dis, bien sûr, on en fait un fromage pour les personnes qui disparaissent, mais on n'est pas en train de dire qu'elles ont été happées dans une machine à remonter le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous seriez une de ces personnes-là qui a disparu. Et ma foi, vous êtes disparu, vous apparaissez dans une autre histoire. Et vous ne reviendrez plus jamais dans l'histoire que vous avez quittée. Alors, c'est une manière très, très élégante de résoudre les problèmes qui, quelque part, ne résout, si vous voulez, à la marge, le pourquoi on n'a jamais reçu la visite de voyageurs du futur. Parce qu'on pourrait se dire que dans notre histoire à nous, il est possible, si on ne détruit pas la planète avant, c'est encore une autre affaire, mais il est possible que si notre civilisation devienne un jour suffisamment avancée, on puisse fabriquer un jour une machine à remonter le temps, mais quand on remontera, on basculera dans une autre histoire. Alors vous pourriez dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une civilisation, une histoire du futur qui serait basculée dans la nôtre? Là, pourquoi? Mais parce qu'en vérité, il y a une tellement grande, une infinité, en vérité, d'histoires que la probabilité pour qu'il y ait un voyageur du futur dans une autre histoire qui bascule sous la nôtre est extrêmement faible. Et donc, d'un point de vue probabiliste, entre guillemets, on est plus ou moins sauvé. On ne rencontre pas aujourd'hui des voyageurs du futur, mais ça ne veut pas dire qu'un jour, ça ne pourrait pas se passer. Voilà pour la petite histoire, comment est-ce qu'on pourrait, entre guillemets, terminer. En tout cas, je vous remercie de votre attention et voilà. Merci. Voilà, mais franchement, merci encore pour votre attention, pour la qualité de votre écoute. C'était vraiment un moment fabuleux d'avoir fait ce voyage dans le temps avec vous. Voilà, merci encore, du fond du cœur. Nos fidèles nous disent que tu n'as pas dit salut Kess pour terminer. Salut Kess, voilà.